Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oliscast. Alors aujourd'hui, première fois, je ne suis pas tout seul et quel invité d'honneur j'ai aujourd'hui, Mister Dreamax, Salut mon Flavien. ami Cyril. Yeah. Salut à toi. C'est un honneur d'être ici. Je te remercie pour l'invitation. L'idée aujourd'hui, c'est de partager un maximum de valeur à l'audience. Et donc, c'est parti pour une heure de pur plaisir. Exactement. Alors pour commencer, je vais te introduire un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc toi, tu es Mister Dreamax, donc tu es créateur de contenu sur Instagram, YouTube, TikTok. Tu cumules à peu près 2,4 millions d'abonnés sur toutes tes plateformes confondues. Exact. Et ta niche, c'est le développement personnel et tu es également créateur de formations en ligne avec la plateforme Mister Dreamax. Non, c'est la plateforme My Dreamax. My Dreamax, que j'ai ok. créée au début de cette année. Et ouais, l'idée, c'est, au travers de cette plateforme, faire des cours en ligne pour entrepreneurs de meilleure qualité possible, mais tout en ayant un prix le plus abordable possible. D'accord, ok. Et d'où te vient un petit peu cette idée, si tu peux nous la partager? Ok, alors aujourd'hui, je trouve que le domaine des formations en ligne, c'est un domaine incroyable. C'est-à-dire que avant, pour étudier un domaine, il fallait passer par la voie classique, les études, ou même faire des stages, etc. Et maintenant, Internet, ça nous permet quoi? Ça nous permet de aller à la vitesse supérieure. Et donc, on peut apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus, de manière beaucoup, sur plusieurs domaines différents. Là Bien où sûr. avant, avec l'école, tu es bloqué dans un secteur. Et bien là, la formation en ligne, c'est incroyable. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui profitent un peu de ce nouveau système et qui se disent « Ok, sachant que je sais qu'il y a des gens, ils sont prêts à payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros des écoles, pourquoi pas leur faire payer le même ticket pour de la formation en ligne ?» Donc voilà, et ils se disent de la formation c'est de la formation, les gens sont prêts à payer cher, donc bam, moi je vais faire des cours Ok. en solopreneur et je vais vendre ça à des milliers d'euros. Et donc il y a quelques années, il y avait une ère où tu avais des cours faits par des amateurs, c'est des cours très très amateurs qui sont vendus des milliers d'euros, aujourd'hui il y en a encore, et mon but au travers de My Dreamax, c'est de dire non, faut arrêter de vouloir s'enrichir comme ça. Moi, j'ai une réelle volonté d'enseigner et de transmettre mon savoir. Bien sûr, pas gratuitement, parce que je considère aujourd'hui, si tu veux que tout soit gratuit, tu vis dans le monde des bisounours. Bien sûr. Et donc, l'idée, tu vois, là aujourd'hui, il y a les taxis de la formation en ligne qui se gavent. Et moi, je vais être les Uber des formations en ligne. Ok. Je veux rendre des formations 2 fois mieux pour 2 fois moins cher. Et ça vient de là, cette volonté de toujours aider un maximum de personnes. Et je pense que aider un maximum de personnes, ça passe par avoir les prix les plus abordables possibles. Ok, d'accord. Super intéressant. Donc, tu es dans une super démarche. Je te remercie pour cette introduction. Donc aujourd'hui, un petit peu au menu du jour dans le podcast, on va parler développement personnel. On va parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça, à créer justement, à créer tout ça, à créer également le personnage Mister Dreamax qui inspire tant de personnes sur les différents réseaux sociaux. On va parler également un petit peu spiritualité. Ok. On va voir un petit peu au niveau de ton enfance, qu'est-ce qui t'a construit, et on verra également quel impact a le développement personnel, la spiritualité et toute cette sphère-là, bien-être, que ce soit dans ton business, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle. Et on terminera par donner quelques conseils pour les auditeurs ou les personnes qui nous regardent. Voilà, quelques conseils pour qu'ils Ok. repartent avec Trop tranquillement bien. à appliquer directement dans leur vie. Je suis chaud, on est parti. Voilà. Let's go. Donc, qu'est-ce qui toi, à l'heure d'aujourd'hui, t'a amené dans le développement personnel? Question très intéressante. Alors, il faut savoir, moi, il y a 4 ans, j'étais un étudiant, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais mon petit appart étudiant, j'allais en cours et je ne me posais pas plus de questions de ça. J'étais dans un cursus ingénieur. Et à cette époque-là, j'étais en train de préparer mes concours pour une grande école d'ingénieurs. Moi, mais il faut savoir, mes parents, eux, ils étaient expatriés, ils habitaient à Singapour. D'accord. Et du jour au lendemain, comme ça, de manière brusque, mon père décède pendant pleine période des concours. Et forcément, ça fait un choc. On dit souvent, on a un homme à 2 naissances. La première naissance, c'est quand il sort du ventre de sa mère, et la deuxième naissance, c'est quand il perd un parent.
Et moi, ça a été ma deuxième naissance. Bien sûr, c'est toujours dans la douleur, la deuxième naissance. Et donc, beaucoup de remises en question, beaucoup de qu'est-ce que je fais dans ma vie, ok, j'ai pas assez profité avec mes proches, ok, là je viens de perdre un parent, sans lui je serais pas là, quoi. Et tu vois, c'est beaucoup. Au bout de 20, enfin, quand tu es à la vingtaine, j'avais 20 ans, tu traverses une crise existentielle, et là c'est encore plus accentué. Et totalement par hasard, je tombe sur des vidéos de développement personnel sur YouTube. D'accord. Je dis ok, c'est intéressant, j'en regarde une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis je commence à dévorer toutes les vidéos qui se trouvent sur la plateforme et je me dis waouh, les conseils en développement personnel, c'est tellement puissant que je peux pas garder ça pour moi. Et donc, avant de me lancer sur YouTube, qui là, c'est la graine qui germe, avant de me lancer sur YouTube, j'applique moi-même les conseils et je me rends compte que grâce au développement personnel, quelque chose peut paraître comme un coup dur, une faiblesse, eh bien, j'ai réussi à le transformer en force et en rage. Et donc, aujourd'hui, paix à son âme pour mon père, je ne fais pas une fixette sur son décès et je ne dis pas tous mes problèmes viennent de là, mais plutôt je transforme cet événement en moteur pour me pousser à accomplir plus. Et du coup, ça vient de là, ma passion pour le développement personnel. Et depuis, après avoir passé les concours, je me suis lancé sur YouTube. La première année, ça n'a pas trop marché. Après, je me suis lancé sur TikTok. C'est là où ma carrière a commencé à s'envoler. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, créateur à plus de 2 millions d'abonnés. Et j'ai une entreprise avec des employés que j'aime, je chéris. Mes proches aussi, je les aime. Et je pense, là, j'arrive dans un stade où l'argent, c'est plus ma priorité principale. Ça devient juste une ressource pour fluidifier tout ça et grandir. Mais c'est plus le but final. Mon but final maintenant, c'est d'aider et de repartager mon savoir. Ok, magnifique. Moi, en tout cas, j'adore vraiment ta démarche. Et comme quoi, c'est vrai que y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui vont vivre des coups durs et qui vont un petit peu s'apitoyer sur leur sort et au fur et à mesure creuser leur propre tombe et vivre que sur ces souffrances-là. Et il y a des personnes comme toi et comme d'autres personnalités inspirantes qui vont savoir se relever et en faire une force. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas une fin en soi, mais c'est comment on va réagir face à ce qui nous arrive. Exactement, et je pense que tu l'as magnifiquement fait, toi, vis-à-vis du développement personnel. Et tu parlais de quelque chose qui est important. Les gens aujourd'hui sont très fixés sur l'argent. Alors, l'argent, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'hyper important. Mais toi, au-delà du fait que ce soit ta première priorité quand tu as démarré, maintenant, tu arrives quand même à aller vers des ressources plus importantes, à privilégier tes proches, ton bien-être, tout ça. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai accès à un gros réseau de multimillionnaires. D'accord. Mais j'ai aussi connu l'inverse, parce que j'ai grandi dans le 93 puis dans le 94, où je côtoyais des personnes pas forcément aisées. Et en fait, tu te rends compte que ce soit dans le top ou en bas, que ce qui compte vraiment, c'est toujours les mêmes choses, c'est tes proches. Et en fait, l'argent dans tout ça, dans l'équation, c'est juste un moyen de plus profiter avec tes proches, de mieux les entretenir. Mais fondamentalement, c'est important, mais tu n'en as pas besoin en quantité illimitée. Et je peux te dire que je connais des gens très très riches, mais qui sont aussi très très malheureux, parce que pour avoir cette fortune, ils ont dû sacrifier leur famille, leurs amis, leur couple, et du coup ils se retrouvent au top, mais tout seuls et très tristes. Et ça pour moi, c'est une autre forme de pauvreté. Bien sûr. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas forcément riches. Ça, oui, la richesse du cœur. Tu peux avoir la Exactement. richesse matérielle et avoir tous les biens que tu veux, mais si tu n'as personne pour les partager, tu vas être tout seul dans ta Lamborghini, tu vas être tout seul à aller voyager, à aller faire plein de dépenses à droite à gauche et tu ne le partages pas avec des personnes qui pourraient être importantes pour toi. Exactement. Et en fait, aussi, moi je pense il ne faut pas voir l'argent comme la seule richesse. Pour moi, il y en a 4. L'argent, c'est un des 4. Tu as la richesse de santé. Je te prends un exemple, Bill Gates. Là, il est assez âgé. Je te jure que tous ces milliards, il est prêt à les foutre en l'air juste pour avoir ton âge, mon âge, encore une fois. Donc ça a de la valeur. Bien sûr. Ton réseau, ça a de la valeur. Le fait que je te connaisse, le fait que tu me connaisses, ça a de la valeur.
Le fait que tu connaisses que d'autres entrepreneurs, ça a de la valeur parce qu'un grand entrepreneur, il se demande pas comment je peux résoudre ce problème, il se demande qui peut résoudre ce problème. Et ça passe par le réseau. Et avec un bon réseau, tu seras jamais à la rue. Donc ça a de la valeur. Et le dernier, c'est tes compétences. Franchement, si tu sais faire quelque chose avec tes mains, eh bien, t'as beau être à la rue, ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir un rond dans ton compte en banque, tu trouveras toujours une manière de faire de l'argent parce que tes compétences ont de la valeur. Et donc, ça, c'est les 4 capitaux que j'appelle argent, santé, relations, compétences. Et si tu travailles sur les 4, eh bien, tu peux tout avoir dans la vie. Vraiment tout. Pour toi, c'est un petit peu ce qui te drive à l'heure d'aujourd'hui et ce qui, j'imagine aussi, t'as un petit peu fait démarrer là-dessus, c'est que tu bases vraiment toute ta vie à équilibrer ces quatre piliers-là. Exactement. Et en fait, c'est très dur d'être à 100% dans l'un des 4. C'est possible, mais en fait, le truc, c'est que si tu es à 100% dans l'un des 4, tu es déséquilibré et les 3 autres vont en prendre un coup. Et moi, j'aime bien cette philosophie 20-80. Donc l'idée, c'est pas d'être à 100%. Je te prends l'exemple d'un bodybuilder. L'idée, c'est pas de maximiser ton physique. Et encore, les bodybuilders, ils sont pas en bonne santé, ça c'est bien connu. Mais l'idée, c'est pas de maximiser ton physique au détriment de tes relations, tes finances, tes compétences. L'idée, c'est d'être bon partout. Et en étant bon partout, tu deviens une personne bien, tu vois, polyvalente. Complète, très polyvalente, très complète. Et ensuite, derrière, pour monter un business, pour vivre de sa passion, 100 fois plus simple. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils veulent l'argent sans faire les fondations. Mais les fondations, avant d'avoir le dernier qui est l'argent, eh bien, il faut déjà travailler sur son énergie. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'es pas productif. Il faut déjà travailler sur son réseau. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu ne connais personne pour t'aider. Et il faut travailler sur ses compétences. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu ne sais rien faire. Et donc, tu vois, tout ça, ça a de la valeur. Et il faut creuser des fondations. Et c'est comme pour construire un bâtiment. J'avais fait mon stage dans les fondations l'année dernière dans mon école d'ingénieur. Et c'est comme pour construire un bâtiment. Dis-toi, les fondations, ça peut représenter jusqu'à 50% du coût du bâtiment. C'est énorme, hein. 50% du coût du bâtiment, c'est énorme. La moitié, ouais. Et pourtant, personne ne voit les fondations. C'est-à-dire, tu vas dans la rue, tu vois le building, oh, c'est trop beau, mais tu ne penses pas aux fondations qu'il y a en dessous. Et du coup, vu que ça représente 50% du coût, faut savoir, le domaine des fondations, c'est crade, ça demande beaucoup d'installation, beaucoup de machines, c'est très complexe à mettre en place. Du coup, il y en a qui essayent de faire des économies là-dessus. Je l'ai vu, hein, c'est vraiment un business underground. Il y en a, ils font des économies sur les fondations. Et forcément, derrière, quand ils vont construire un bâtiment, il y a des fissures, c'est bancal, ça ne tient pas trop. Tu vas perdre en qualité et c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu prends l'exemple du bâtiment, mais c'est un petit peu dans un bâtiment, tout fonctionne en synergie en fait. Exact. Et donc toi, tu as parlé que l'argent, c'est le dernier pilier et tous les travails que tu as parlé avant, donc la santé, les compétences, le réseau, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on développe à l'intérieur de soi. Ça, on développe une mentalité, une énergie pour s'aligner vraiment sur ces choses-là. Et ça met vraiment en avant le fait en fait que tant que toi, tu ne te construis pas intérieurement, les opportunités extérieures et la chance, comme on l'appelle, on ne la créera pas de cette manière parce que tout part de notre monde intérieur et que le monde extérieur, c'est juste le reflet de nous, notre monde intérieur. Donc, c'est intéressant que tu soulignes. Exactement. En fait, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. Et oui, on a différents prismes de vision, on a différentes perceptions. Exactement. Si tu es une personne négative à l'intérieur, tu vas ouvrir la fenêtre, il pleut, fais chier, il pleut, et ça va gâcher ta journée pour un truc qui dépend même pas de toi. Tu vois. Mais si tu es une personne positive de l'intérieur, tu vas ouvrir la fenêtre, il pleut, oh, cool, ça va arroser mon petit potager. Cool, ça va nourrir, ça va alimenter les nappes phréatiques et je vais pouvoir boire de l'eau. Cool, sans la pluie, moi, j'existerais pas. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ça la base, c'est assez connu, peut-être vous connaissez, le stoïcisme. Tu peux pas contrôler les choses extérieures, mais tu peux contrôler ta réaction face au monde extérieur.
Et donc, pour un même événement, tu as deux visions et c'est juste à toi, c'est un choix d'ailleurs. C'est toi qui choisis comment tu vas réagir. Parfois, dans de rares situations, c'est adapté de se positionner sur le négatif pour couper tout ce qui est négatif. Des fois, c'est bien de bloquer certaines relations. Donc, il ne faut pas être trop gentil non plus, trop positif, trop bisounours. Mais dans la plupart du temps, il faut rester ouvert, gentil et accueillir ce qui nous arrive dans la vie. C'est ça, ouais. C'est la manière dont nous, on conçoit et qu'on perçoit le monde vont impacter à ce qui va nous arriver, les rencontres qu'on va faire et les opportunités qu'on va se créer vis-à-vis de tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Et moi, là, je partage beaucoup ça au niveau de mes accompagnements holistiques et j'essaye vraiment de développer cette approche-là au niveau des gens. Mais là, on a la preuve avec toi qu'en ayant une approche globale, ça peut marcher et on peut vraiment devenir quelqu'un de successful, comme disent, les Anglais. Est-ce que tu aurais une anecdote vis-à-vis de ça où tu t'es ouvert à la rencontre et il a suffi d'une rencontre pour que ta vie prenne un tournant totalement autre? Alors oui, alors moi il faut savoir que j'ai commencé mon entreprise il y a un petit peu plus d'1 an, que j'ai commencé par les coachings sportifs, nutrition, etc. Que l'approche holistique est venue un petit peu après et j'ai commencé un petit peu à en parler sur les réseaux. Bon, tu sais ce que c'est, les réseaux, ça vient pas forcément, mais je me suis dit quand même, je veux au-delà d'essayer de développer ça sur les réseaux, je vais essayer de développer ça en présentiel. Donc j'ai fait une vidéo de présentation où je raconte un petit peu mon parcours, tout ça, et je l'ai posté en ligne. Et moi, ma salle de sport, en fait, je porte toujours un t-shirt avec marqué personal trainer and holistic coach. Okay. Et il y a quelqu'un, mon premier client d'accompagnement holistique, qui m'a vu, qui me voyait et qui n'osait pas venir m'aborder parce que quand je m'entraîne, je suis quand même assez dans ma bulle, tu vois. Je suis pas là pour rigoler ni pour parler aux gens. Et lui, il est venu, il m'a abordé. Sur Instagram, du coup il a vu cette vidéo là, il s'est reconnu parce que je partageais les émotions, mon parcours un petit peu, et lui c'est vraiment cette rencontre là, donc il me permet vraiment de peaufiner mon accompagnement parce que c'est un accompagnement sur mesure. Lui c'est un gros chef d'entreprise, donc il gère beaucoup d'entreprises dans les investissements immobiliers, il investit dans beaucoup de cliniques privées, etc. Et ça, là où c'est vraiment percutant, c'est que lui, il m'apporte vraiment toute sa sphère entrepreneuriale, où moi, j'ai vraiment l'aspect holistique, où je vais l'aider à se développer sur le développement personnel, à pallier à ses problèmes quotidiens, à l'aider à guérir ses traumas de son enfance, son enfant intérieur, ses schémas de pensée imitantes. Et grâce à l'opportunité que j'ai eu du coup de le rencontrer et de l'accompagner, ça a tellement été un succès au niveau physique, au niveau mental, en tout point de vue, de manière globale, que lui, il veut faire connaître ça sur le corps médical. Donc, il va y avoir des personnes du médical et du paramédical où je vais avoir l'occasion de présenter mon approche holistique et de rapprocher mon approche holistique plus proche au niveau de la médecine et de la science pour un petit peu se faire rencontrer les deux mondes, parce que c'est vrai que quand on parle d'holistique, on a un petit peu une image de perché, etc. Mais là, c'est vraiment la rencontre des deux mondes et ça va me permettre de faire connaître vraiment cette approche à une plus large audience. Ok, trop bien. Juste pour peut-être ceux qui nous découvrent, holistique, rappelle-nous, ça veut dire quoi? Alors, holistique, c'est une approche qui va être globale, donc c'est prendre en compte un sujet, mais dans sa globalité. Donc moi, par exemple, dans mon accompagnement, je vais prendre en compte le corps physique, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et à travers ça, je vais travailler sur tous les plans qui constituent un être humain, donc le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan professionnel, le plan spirituel. Et c'est vraiment quelque chose de sur mesure. En fait, on ne prend pas un problème et on va forcément se focus sur un problème, mais on va voir un petit peu tout ce qu'il y a autour et tout ce qui aurait pu provoquer ce type de problème-là. Donc, on va pas traiter un symptôme, mais on va traiter le cœur du problème. Ok, trop stylé. Mais tu sais, en fait, dans ma définition, en fait, ce que tu es en train de me dire là, tu es un coach en dev perso. Okay. Parce que la définition que j'ai du développement personnel et que je pense qu'il s'applique à un large nombre, c'est développement personnel par des gens qui n'ont pas forcément très bien compris le terme, ou du moins ils ont eu une image. Là, on va clarifier les choses. C'est quoi le vrai dev perso? Comme son nom l'indique, c'est juste développer sa personne. Ça, le développement personnel. Mais si tu t'arrêtes à cette définition,
bah, t'as pas compris réellement c'est quoi le vrai dev perso. Déjà, c'est positif, tu vois, on se développe personnellement, on développe sa personne, c'est plutôt cool. Mais maintenant, la vraie question, c'est quoi une personne? Et comme tu l'as dit, une personne, c'est composé de 3 choses. C'est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est ce qu'on appelle la tripartition du corps. Et ça date de l'Antiquité. Pour les personnes un peu plus rationnelles maintenant, si vous voulez, le corps, âme, esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le physique, votre personnalité et votre intelligence. Et chez les Grecs, justement, Socrate, il disait que le corps, on pouvait le situer au niveau des parties génitales, l'âme au niveau du cœur et l'esprit au niveau de la tête, du cerveau. Du coup, il y avait cet alignement entre corps, âme, esprit, et c'est ce qui faisait un individu. Et du coup, toi, ce que tu fais, et qui est totalement, et moi j'adore ton approche, c'est pour ça que je suis avec toi, qui est totalement légitime, c'est que la plupart des coachs sportifs vont se limiter au sport et à la nutrition. C'est très bien. Ouais, je dis pas que c'est pas important, c'est très important, mais ça ne fait pas tout. Dans l'énergie d'un individu, dans sa productivité, pour qu'il soit bien dans sa tête et dans ce corps, c'est un peu plus que ça. Et comme tu l'as dit, il faut optimiser le corps, oui, donc sport, nutrition et sommeil, mais aussi les relations et aussi les compétences, l'intelligence, donc corps, âme, esprit. Tout à fait, ouais. Et là encore, où mon approche ça va être différente, tu vois, c'est que le coaching sportif, ça va être une facette. Mais par exemple, quelqu'un qui va venir, il me dit je veux perdre 10 kilos, je veux prendre 10 kilos, je veux dire, je suis pas la bonne personne à venir voir, tu vois. Moi, c'est une transformation entre guillemets globale et c'est une nouvelle version de toi, tu vois. Je veux dire, les gens qui viennent me voir, tu vois, moi, l'entrepreneur que j'ai en accompagnement, il a un lourd passé, il a énormément de décès aussi dans sa famille qu'il a vécu assez tôt et de manière assez brutale, tu vois, sans vraiment de grosses transitions. Donc il a énormément de traumatismes, de blessures d'âme, de blessures au niveau de son enfant intérieur qui, à l'heure aujourd'hui encore, l'impact dans ses relations, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, tu vois. C'est une transformation, si tu veux. Si t'es pas bien dans ton corps, tu pourras pas bien être dans ta tête, et vice versa. Si t'es pas bien dans ta tête, tu pourras pas bien être dans ton corps. Moi, j'ai connu des personnes en accompagnement qui, même si elles avaient atteint entre guillemets le physique qu'on veut, donc les gens ils se fixent souvent une marge de perdre 10 kilos par exemple, mais à la fin ils se disaient ok, j'ai perdu 10 kilos, mais je suis pas forcément mieux avec moi-même, parce que la relation avec le corps, ça passe pas que par le physique, ça passe aussi par comment l'estime qu'on va avoir en nous, la confiance qu'on va avoir en nous, tu vois. C'est notre relation parmi nous. Et dans le développement perso ou dans d'autres choses, on nous dit souvent qu'on est notre pire ennemi, alors qu'au contraire, on est notre meilleur ami. Ouais, totalement d'accord. Je te remercie pour toutes ces précisions et toute la valeur que tu apportes à cet épisode. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Toi aussi, tu apportes de la valeur. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre mutuellement et c'est pour ça qu'on est ici. C'est au lieu de passer un coup de téléphone et garder les informations entre nous, l'idée aussi, c'est quand on est 2 personnes de valeur, eh bien, au lieu de garder cette valeur entre nous, on la partage. Parce qu'aujourd'hui, et même pas que aujourd'hui, depuis la nuit des temps, les personnes qui possédaient l'information, c'était les personnes qui possédaient le pouvoir. Donc plus tu sais, plus tu as de pouvoir. Et je peux te promettre que, imaginons que tu as la localisation dans ta tête précise d'un coffre au trésor dans la forêt, eh bien, tu seras super riche parce que toi, tu as la localisation, mais les personnes ne l'ont pas. Et ça, c'est de l'information. Et pourquoi les personnes on manque de moyens la plupart du temps, enfin du moins la majorité, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Alors que des coffres, il y en a partout. Des coffres au trésor, il y en a partout. Il suffit juste d'avoir l'information, de savoir, ok, où je me situe et où je vais et où je creuse. Et n'importe qui, avec un minimum de cerveau, un minimum d'énergie, un minimum de volonté, peut bien vivre. Et après, bien sûr, moi, je pense que c'est une croyance et c'est une erreur de vouloir devenir millionnaire, voire multimillionnaire à tout prix. Parce qu'en réalité, la bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Parce que je connais des entrepreneurs, ils ont brassé énormément d'argent, mais ils ont la même vie. Ils font rien du tout avec cet argent. La question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire ? Et en fait, je vais te dire un secret, la plupart des gens veulent des millions pour vivre comme des millionnaires,
Mais la vérité, c'est que pour vivre comme un millionnaire, tu n'as pas besoin forcément de millions. C'est puissant. Hein. Il a vraiment des phrases. Je t'adore, mec. T'as vraiment des phrases qui sont percutantes. Et je peux te le dire droit dans les yeux. Pour avoir connu des grosses fortunes, bah déjà, des fois, tu te dis. Ah ouais, ce mec, il est pas plus intelligent que moi, voire même il est un peu bébête, quoi. Pourtant, il brasse beaucoup plus. Et en fait, tu te rends compte que la richesse, et c'est ce qu'on revient aux 4 capitaux, la richesse, elle n'est pas uniquement financière. Et selon moi, tu es beaucoup plus riche que certains millionnaires que je connais. Vraiment. Okay, merci. Et il faut en avoir conscience. Et c'est là où... faut remettre un peu les choses en contexte. Ça dépend aussi de ton lifestyle, ça dépend aussi de tes objectifs, ça dépend de si tu es dépensier ou pas. Moi je connais des personnes entre 1000 et 3000 euros par mois, ils vivent très bien, tu vois. Et même moi, pendant très longtemps, je vivais avec 600 euros par mois. J'étais très bien et j'étais pas plus heureux, plus malheureux qu'aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui, avec plus d'argent, je peux grossir mon entreprise. Mais en termes de bonheur, confort personnel, je mange comme avant et je me déplace comme avant. Et mes amis, c'est mes amis d'avant. Par exemple, là, derrière la caméra, vous voyez pas, il y a Tristan. C'est mon ami de 6e. Il n'a pas fallu attendre que j'ai des millions de followers pour être ami avec Tristan, tu vois. Ouais, carrément. Et c'est une chose à retenir. On pense que pour mener une belle vie, il faut forcément avoir énormément d'argent. Mais faire du sport, on peut en faire chez soi, ça coûte rien. L'alimentation, ça c'est un peu plus compliqué parce que si on veut vraiment optimiser, avoir des aliments bio, frais, etc. Non, mais on peut quand même avoir une alimentation qui va pas être trop destructrice, même si on mange pas bio. Et la richesse, rencontrer des gens, on peut aller dans la rue, tu vois. Également, et aussi. Autre secret d'influenceur, ça, franchement, si je le sors, on va me taper dessus, mais je m'en fous. Yes. C'est vraiment la différence entre posséder quelque chose et y avoir accès. La différence elle est très subtile, mais sur les réseaux sociaux on mélange les deux, c'est-à-dire que tu as des influenceurs, ils ont accès à des grands hôtels de luxe, des yachts, des belles voitures et tout, mais ils ne sont pas propriétaires. Et quand ils s'affichent sur les réseaux sociaux avec ce genre d'objets, d'endroits, de décors, de personnes, eh bien ils font comme s'ils étaient propriétaires de tout ça, alors que c'est faux. Ils ont juste accès, et la vérité, c'est que pour avoir accès au luxe, il y a toute une conception, une image qu'on se fait, mais c'est vraiment rien du tout. Par exemple, je te donne un exemple. Récemment, moi, je viens d'acheter une Tesla, donc je suis propriétaire d'une Tesla. Mais pour avoir accès à une Tesla, tu passes un coup de fil, tu dis « Ouais, je peux essayer une Tesla. Ouais, je veux bien. » Tu testes la Tesla. Imaginons, t'es un influenceur un peu scameux, tu fais tes stories, ouais, je suis dans ma Tesla et tout. Après, tu rends la Tesla, t'es rentré, t'as accès à une Tesla pour gratos. Tu vois. Autre exemple, t'as les hôtels 5 étoiles, 2000 euros la nuit. Tu vas là-bas, tu vas au bar, et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On commande un café à 8, 9, 10 euros. Ça va, on a tous 8, 9, 10 euros. On fait les petites soirées, ouais, je suis dans un hôtel 5 étoiles, 2000 euros la nuit. T'as accès à ce genre d'endroit, mais t'es pas propriétaire. Et oui, t'as pas payé la nuit, donc. T'as pas payé la nuit, et donc voilà, c'est ça aussi où les gens ont une conception biaisée des réseaux sociaux. Tout le monde veut devenir millionnaire pour être propriétaire d'eux, mais t'as pas besoin d'être propriétaire d'eux pour y avoir accès. Et pour y avoir accès, un raccourci, c'est vraiment de développer son réseau. Parce que en France et en Occident de manière plus large, on a vraiment cet aspect individuel. C'est-à-dire, on a vraiment cet aspect de j'ai ma voiture et elle est qu'à moi. Tu vois, mais non, c'est pas bon. En fait, moi, j'ai cette mentalité asiatique et je remercie mes parents de m'avoir éduqué comme ça. Nous, on a cet aspect communautaire. C'est-à-dire, tout ce qui appartient à moi, ça appartient aussi à mes frères et sœurs. Tout ce qui appartient à mes frères et sœurs, ça appartient à moi. Et par exemple, toi, tu as accès à ma Tesla et je te la file quand tu veux. C'est gentil. Faut pas me dire ça 2 fois. Ouais. Et c'est pareil pour tout mon entourage. Donc, ils ont accès à mes propriétés.
et c'est vice-versa. Et ça fait que quelqu'un qui est là, ouais, je veux grandir de manière solo, je veux me développer tout seul, je veux me faire tout seul, eh bien nous, on travaille en équipe comme une meute et on va défoncer tous ceux qui ont l'arrogance de travailler en solo et l'arrogance de dire j'ai pas besoin d'un coach, j'ai pas besoin d'un assistant, j'ai pas besoin d'une équipe, je peux tout faire, j'ai mon mental, je suis un guerrier, je suis un warrior. Ouais, warrior, mais nous, à 10, même si on est à 50% de notre potentiel, à 10 à 50%, on te défonce à toi à 100%. Tu vois, oui. Parce que en troupe, tu vas plus loin. Seul, tu peux peut-être aller plus vite au démarrage, mais une fois que toi, tu les as rattrapés avec toute l'intelligence collective et toute la synergie qui se crée au travers de ton réseau, de tout ce que tu développes dedans, forcément, l'énergie, elle est beaucoup plus importante et tu vas beaucoup plus loin. Exactement. Également aussi, un truc très important, c'est que tes résultats, quand tu es tout seul, sont vraiment très corrélés à tes émotions. C'est-à-dire quand tes émotions sont down, tes résultats sont down. Quand tes émotions sont up, tes résultats sont up. Alors que quand tu es en groupe, tout ça s'est dilué. Bien sûr, il faut s'entourer de groupes de personnes positives, mais ça fait que si une personne sur 10 est dans le down, il y en a 9 pour le remonter vers le haut. Ouais. Et du coup, ça fait que d'un point de vue global de l'entreprise ou du groupe, on va toujours de l'avant si tu es entouré des bonnes personnes. Ah oui, parce que autant si tu es entouré des mauvaises personnes et qu'il y en a 10 qui sont down, toi aussi tu vas down et tu vas être la 11e. Bien sûr. Mais normalement, une entreprise bien câblée, tu t'assures dès le recrutement que ce soit les bonnes personnes pour le bon poste. Ça, c'est la base. Les erreurs de recrutement, c'est impardonnable en entreprise parce que ça fout la merde. Ok. Ouais. Et toi, justement, qui est dans ce cercle un petit peu d'entrepreneurs à succès, moi, j'essaie d'amener, tu vois, mon approche vers ces personnes-là, parce que même si elles sont à succès, tu m'as dit, elles sont pas forcément heureuses dans leur vie. Il y a un petit quoi. Oui, pas tous. Moi, je m'assure de m'entourer de personnes successful et heureuses. Je les connais, je vois qui ils sont, mais j'ai pas envie de les côtoyer. Moi, j'ai pas, même si t'as des millions, je m'en fous. J'ai pas envie que t'apportes ta négativité avec moi. Reste dans ton coin, toi. Bien sûr, mais pour avoir fréquenté des personnes donc, qui étaient riches mais pas forcément heureuses, mais qui étaient justement pauvres de l'intérieur, est-ce que tu penses que c'est un accompagnement qui peut les aider justement à plus développer et à développer leur richesse intérieure et du coup leur épanouissement global? Parce que c'est vrai que moi j'ai vu des statistiques, il y a énormément de riches, de multimillionnaires, voire de milliardaires qui se suicident parce que, comme tu l'as bien souligné au début, ils sont seuls, ils n'ont personne avec qui ils partager et ils essayent de se renfermer dans la drogue, dans les femmes, dans l'alcool, mais au bout d'un moment il n'y a plus rien et ça finit par un suicide, une dépression, une mort prématurée. Ouais, alors je peux pas dire oui ou non parce que en réalité cette question d'accompagnement c'est vraiment du cas par cas, mais je suis d'accord avec toi que d'une manière globale il faut pas rester seul et tu as des résultats tellement plus impressionnants quand tu délègues à des professionnels. Par exemple, si ta santé tu sens que elle est sur le déclin, eh bien ça sert à rien de regarder des vidéos sur YouTube. Si tu peux te le permettre, prends-toi directement un coach qui va lui c'est un professionnel de santé, il va te booster, il va te dire t'inquiète pas, ne réfléchis pas à ta santé, juste suis mes instructions, bim bam boum. Et ça oui, ça apporte tellement plus de résultats que juste tout faire tout seul dans son coin. Mais après, encore une fois, c'est du cas par cas. Je sais que pas tout le monde peut se permettre d'avoir un coach, mais moi je dirais le coach c'est déjà si tu en as besoin, si tu as les moyens et si tu as envie de dépasser un plafond de verre. Parce que des fois, il y en a, ils sont dans leur zone de confort, ils se disent, j'ai ma petite routine sportive, c'est bon, j'ai pas besoin de coach, je suis très bien comme ça, et ok, c'est ok. Tu vois. Mais il y en a qui stagnent, et là, il faut faire appel à des professionnels. D'accord. Ouais. Après, il y a plusieurs facteurs aussi. Plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est au niveau du coach, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est bon coach? Tu vois, dans coacher, c'est pas juste être bon dans le domaine, c'est aussi bien enseigner et bien accompagner la personne. La transmission, tout à fait. C'est comme le prof de maths qui est bon en maths mais qui est pas bon en professeur. Donc ça, la transmission très importante en tant que coach. Est-ce que tu sais coacher? Et deuxièmement, c'est au niveau de l'élève. Est-ce que l'élève est coachable? Est-ce que l'élève accepte d'être aidé? Okay. Et le troisième facteur, c'est la compatibilité entre les deux. Parce que tu as l'élève qui veut être coaché, tu as le coach qui veut coacher, mais quand tu les mets ensemble,
ça marche pas, rien à faire. C'est le feeling. Ouais, c'est l'énergie. C'est le feeling. Et au-delà du feeling, ouais, c'est juste, ça marche pas parce que les conseils du coach, c'est pas les bonnes méthodes et la volonté du coaché, c'est pas compatible avec les méthodes. Donc, c'est OK aussi. Donc, comme quoi, tu vois, être coaché, c'est plus subtil que ça n'y paraît. C'est pour ça, c'est pas tout le monde a un coach. C'est vraiment, je dirais, faut vraiment tomber sur la bonne personne. Mais je dirais que dans 90% du temps, la majorité du temps, c'est plutôt l'arrogance du coaché, l'arrogance de la personne qui a un problème, qui se dit bah non, je vais économiser mon argent, je peux tout faire tout seul, au lieu de déléguer à un professionnel là où il aurait pu avoir beaucoup plus de résultats. Et oui, c'est vrai. Et moi, je mets un point d'honneur sur ça, tu l'as bien souligné, c'est que tout le monde ne veut pas se faire accompagner. Et s'il y a quelqu'un qui entre guillemets, ne vient pas pour les bonnes raisons, qui ne va pas être quelqu'un de coachable, autant pour lui que pour le coach. Donc moi, par exemple, s'il y a quelqu'un que je vois qui n'est pas du tout coachable et qui n'a pas des super raisons, moi, je ne vais pas le prendre en accompagnement parce que ça lui fera perdre du temps. Et moi, ça me fera perdre du temps également. Et en plus de contrepartie, lui, ça va lui faire perdre de l'argent. Et pour un coach, c'est important, justement, enfin moi, en tout cas, dans ma philosophie, c'est d'apporter vraiment une valeur et que la personne, elle ait un avant et un après. Et pas essayer un petit peu de mettre en mode gourou à dire fais ci, fais ça, machin, etc. Parce que tout le monde, on a tous notre propre pouvoir de guérison et le rôle d'un coach, c'est vraiment d'aller guérir vraiment tous les traumas, tous les schémas de croyances limitantes qu'il peut y avoir, mais il y a il y a mille et une façons, de faire ça, et c'est vraiment accompagner la personne sur son propre chemin de guérison. Et toi, du coup, qui est dans le milieu de créateurs de contenu, donc qui a pas mal, j'imagine, d'amis créateurs, qui soient sur YouTube, TikTok, etc. C'est vrai que on voit pas mal de personnes qui font des dépressions ou qui disparaissent un petit peu du jour au lendemain et qui reviennent, qui font une vidéo, voilà, machin, etc. J'étais plus créatif, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Est-ce que tu penses qu'un accompagnement holistique, donc une approche où on va apprendre à gérer le stress, les émotions, et on va s'occuper vraiment de la santé mentale de la personne au-delà de son business, tu penses que ça peut contrecarrer un petit peu toutes ces phases de down et ça peut permettre justement d'être plus périn de ce côté-là de l'activité du créateur? Alors, je vais te dire un petit peu mon expérience et mon ressenti. Moi, je vais beaucoup à des événements entrepreneurs et créateurs de contenu. Et dans les événements entrepreneurs, bon, voilà, c'est full business. En général, les mecs, ils sont assez solides sur leurs appuis, on va dire. Mais dans les événements créateurs, là, il y a un peu de tout. Il y a des créateurs éducatifs et il y a des créateurs divertissement. Dans les créateurs éducatifs, j'ai l'impression ils sont plutôt solides sur leurs appuis. Donc, j'ai l'impression ils gèrent plutôt bien les phases de up et les phases de down parce qu'en général, ces créateurs-là, derrière, ils ont aussi un petit business. Donc, c'est aussi des entrepreneurs. Ouais. En revanche, j'ai des amis créateurs, donc un peu créateurs de divertissement, créateurs artistes. Donc, voilà, ils font du contenu un peu plus léger. Et ça, je le vois. Quand je discute avec eux, leurs émotions sont très basées sur leurs chiffres. C'est-à-dire, ils font des vues, ils sont heureux, ils font pas de vues, c'est la déprime, voire presque dépresse. Et là, pour ces personnes-là qui sont pas forcément dans le dev perso, alors ça peut être aussi dans l'éducatif, hein, bien sûr. Créer un créateur, ça reste un créateur. Et bien pour ces personnes qui sont attachées émotionnellement à leurs résultats, oui, il faut absolument qu'ils développent leur bien-être physique, leur bien-être relationnel et leur bien-être mental. Et ça, franchement, un coach comme toi, ça vaut de l'or. Et franchement, pour la pérennité d'un créateur, ça serait excellent. Pas que un créateur dans plein d'autres business, mais plus particulièrement la création de contenu, c'est à la mode aujourd'hui. Et c'est vrai que les stats, quand ça fait des ups, les downs, ça fait des ascenseurs émotionnels chez certaines personnes. Et c'est là où aussi j'invite toute personne qui sont sur les réseaux sociaux à bien distinguer la personne et le personnage. Souvent, les gens ils font aucune distinction et ils fusionnent les deux. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Mr Dreamax sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien. Moi, je fais jamais les choses pour rien. Il y a rien qui est laissé au hasard. Bon, t'as bien vu les stratégies. Tout le décor est stratégique. C'est magnifique. Moi, je fais rien au hasard. Pourquoi je m'appelle Mr Dreamax et pas Cyril NKM? C'est parce que je fais bien la distinction entre ma vie sur les réseaux sociaux, Mr Dreamax,
et ma vie perso, Cyril NKM. Okay. Et donc, quand sur les réseaux sociaux, il y a un mec, il me traite de chinois, il me dit ce qu'il dit c'est de la merde, qui me dit ouais c'est une fausse Tesla, il a loué, tu vois. Tous ces trucs-là, c'est Mister Dreamax qui prend. Okay. Ça fait que même pareil, quand ça fait des vues, quand ça fait moins de vues, quand ça va bien, quand ça va pas bien, eh bien c'est Mister Dreamax qui prend tout dans la gueule. C'est lui, c'est le personnage. Mais sauf que Mister Dreamax, c'est juste une facette de ma personnalité. C'est pas l'ensemble de moi. Mais c'est pas le Cyril comme on voit, comme on connaît, comme on discute, on est exactement. Cool. Et en fait, faire cette séparation entre ma personne qui est complète à 100% et Mister Dreamax qui est juste une facette de ma personnalité, eh bien, ça permet de gagner en santé mentale et de plus dépendre émotionnellement des résultats. Okay. Et donc, quand c'est dans le up, c'est Mister Dreamax qui est dans le up, mais Cyril, il reste neutre. Donc, quoi qu'il arrive, il tourne ses vidéos. Quand c'est dans le down, Mister Dreamax il est dans le down, mais Cyril, il reste neutre. Il continue à produire ses vidéos. Bien sûr, il faut toujours une remise en question. Bien sûr, il ne faut pas totalement se décorréler de son personnage, parce qu'après, tu joues à un jeu d'acteur. Oui, t'es plus vrai. Voilà. C'est pour ça que quand je dis personnage, j'insiste bien sur le fait que c'est toujours moi, mais c'est juste une petite partie de moi. C'est pas moi dans mon entièreté. Oui, c'est une partie de ta personnalité que tu vas montrer, que tu vas mettre en avant, mais c'est pas le tout toi, le Cyril qu'on connaît. Un exemple assez marrant, c'est qu'une fois j'étais en soirée, super bien habillé, j'étais habillé en Mister Dreamax, et le soir je rentre chez moi, j'ai un trou dans ma chaussette. Ouais, c'est Cyril. Donc j'ai mes imperfections aussi, comme chaque être humain, il ne faut pas idolâtrer ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais voilà, mon image sur les réseaux sociaux, je la contrôle, je sais ce que je fais, je sais quand être drôle, je sais quand être sérieux, et c'est ça où quand tu fais appel à des personnes qui te permettent d'avoir ce mental résilient, comme toi par exemple, ça peut aider beaucoup de créateurs à pérenniser leur création, leurs vidéos, et ne plus faire des up et des down émotionnels en fonction de leurs résultats. Donc oui, si vous n'êtes pas encore solide sur vos appuis, faire appel à toi, mec. Franchement, moi, à mes débuts, j'aurais kiffé, j'aurais adoré. Ok, je te remercie pour ton partage. Effectivement, c'est super intéressant et je pense que toi, ça peut t'aider justement à te détacher de ce côté émotionnel que tu pourrais avoir si jamais tu as des phases de up and down et toujours garder le Cyril qui est entre guillemets plus sur le contrôle et qui gère un peu plus les choses et qui va qui va dézoomer un petit peu sur la situation en voyant ça. Ok mec, écoute, je te remercie pour ce partage. On va parler un petit peu de toi face du coup à tout ça. On va revenir un petit peu dans l'enfance parce que comme toi tu dois sûrement le savoir, nous adultes on est construits sur les bases de notre enfance, ça joue un énorme socle. Et toi un petit peu comment tu t'es construit dans ton enfance? Ok, c'est super marrant. Pour te parler de mon enfance, je vais te parler de mon père. Okay. Et je vais te raconter un petit peu son histoire, vite fait, pour que tu comprennes un peu mieux ma philosophie d'aujourd'hui, parce que tout découle de là. En fait, il faut savoir que mon père, lui, suite à la guerre du Vietnam, il est arrivé en France et il est arrivé avec pas trop de moyens, tu vois, les poches vides. Il savait pas du tout parler français. Tu vois, il est arrivé vers l'âge de 13-14 ans. Et voilà, c'était la débrouillardise, vraiment. Okay. Donc, quand tu es immigré d'étranger, tu es en France, tu te débrouilles. Il s'est pas trop mal sorti parce qu'il a bien charbonné. À la fin de son lycée, il a réussi à faire des études informatiques. Donc, franchement, pour un immigré qui parle pas bien français de base, c'est plutôt beau. Après, il a été intégré ingénieur informatique dans une entreprise. Donc, il a commencé à bien gagner sa vie. Mais le revers de la médaille, c'est que lui, dans son enfance, vu qu'il avait pas beaucoup de moyens, eh bien, il avait rien. Et adulte, une fois qu'il gagnait bien sa vie, il a compensé ce manque dans l'enfance en achetant plein de choses. Donc il était assez matérialiste et il achetait beaucoup d'objets. Il adorait collectionner. Donc dès qu'il pouvait collectionner un truc, il le collectionnait. Et du coup, ça fait que moi, enfant, j'ai grandi dans du bazar avec beaucoup d'objets partout, beaucoup de jouets. Après, je me plains pas, beaucoup de Lego, mais grosso modo, c'était le bazar. Même là, juste en dessous, il y a ma cave. Tu verras, on fera un petit tour. C'est le bazar. Et ça a fait pour conséquence que là, étant adulte,
j'ai envie que tout soit propre, tout soit le plus minimaliste possible, mais le plus fonctionnel possible. Ok. Ce que j'appelle l'essentialisme. Donc, tu as peu d'objets, mais chaque objet, c'est des objets de qualité. Un minimalisme, c'est le strict minimum pour survivre. Ouais. Oui, tout va avoir une fonction, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc, ma théorie, c'est une théorie, hein, j'affirme rien. Ma théorie, c'est que quand tu deviens adulte, tu compenses ce que tu n'as pas eu enfant. Et donc, moi, ce que j'ai pas eu enfant, c'était de la propreté et de la technologie. Okay. Parce que c'était des jouets. Moi, j'ai eu un téléphone très très tard. Hein. J'ai eu un téléphone au lycée, en seconde. Avant ça, rien. C'était les Lego et un peu de console. C'est tout. Okay. Mais grosso modo, je voyais quand j'étais au collège, tous mes potes avaient des téléphones. Moi, j'avais rien. Là, étant adulte, je compense. Ça veut dire tout le bazar, je l'enlève. Là où mon père, c'est l'inverse. Ouais. Et toutes les technologies que j'avais pas, je m'équipe. Donc, point de la technologie. Ok, super intéressant. C'est vrai qu'on se construit souvent un petit peu sur l'opposé de ce que nous donnent nos parents. Et côté émotionnel, c'est ça aussi en fait. Si, je ne sais pas si par exemple ton papa avait tendance à être joyeux ou avait tendance à avoir un type d'émotion ou de personnalité. Il faut savoir qu'avec la neurotransgénèse, ça c'est quelque chose qui se transmet à la naissance. C'est pour ça que par exemple, je ne sais pas si ton papa était joyeux. Ouais, ça va, ouais, il était tu vois, joyeux, donc ça retransmet une certaine joie. Et par exemple, chez n'importe quel parent, en fait, quand tu conçois un enfant, si tu avais des gènes de dépression, donc si elle-même elle était dépressive, on va prendre l'exemple d'une mère dépressive, son fils, sa fille va avoir plus tendance à être dépressive dans sa vie. Et c'est pour ça que on dit que l'enfant, quand il va travailler sur lui, quand il va faire un certain développement, il va construire en fait ce qui aurait pu sauver ses parents. Ok, ça c'est pendant la grossesse ? Oui, voilà, c'est ça. C'est par exemple si t'as toujours ton problème de dépression et la mère, elle est dépressive, donc toujours pendant la grossesse aussi, elle a pas guéri ces choses-là. Okay. Mais l'enfant, quand il va naître avec ces gènes-là, parce qu'en fait, c'est la neuroplasticité, c'est la neurogénèse. D'accord. Et par rapport à quelqu'un qui ne va pas avoir des parents dépressifs, la personne qui est née de parents dépressifs va avoir plus de chances de devenir dépressive si elle ne travaille pas sur elle face à différents événements de la vie. Elle va être plus sensible de ce côté-là. Donc ce qui est super intéressant, c'est que en regardant un petit peu comment étaient tes parents et ce qu'ils pouvaient avoir, l'enfant qui va être dépressif va avoir tendance à plus justement vouloir travailler sur lui-même et à vouloir se développer, et en faisant ça, c'est ce qui aurait pu sauver nos parents en fait. Ok, voilà. Ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, éventuellement plus tard, si jamais vous avez l'envie de faire un enfant, faut le faire à son prime. Voilà, c'est ça, c'est super important. Pour que la descendance soit à son prime aussi. Voilà. C'est ça, et toute la phase de grossesse, ça va être super important parce que dès que l'enfant va naître dans l'enfant de la maman, tout ce qui va être émotion, tout ce qui va être les joies, les tristesses, etc., l'enfant, il est relié à la maman, donc il va tout engranger. Donc selon comment tu vas vivre ta grossesse, les émotions, la vie que tu vas avoir, le stress, etc., ça va avoir un impact sur ton enfant aussi. C'est ça aussi, j'ai entendu parler d'un truc. Alors moi, je suis pas biologiste, hein, c'est juste j'ai entendu parler. L'épigénétique, c'est la génétique que tu modifies. Alors bien sûr, c'est un pourcentage infime, mais c'est significatif sur plusieurs générations. C'est la génétique que tu peux modifier de ton vivant, l'épigénétique, et donc ça voudrait dire que tes gènes, donc par exemple dans tes spermatozoïdes, etc., à l'heure actuelle, si tu continues à grind, eh bien ils vont s'améliorer à ton prime. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on fait un travail sur soi, donc pour reprendre cet exemple-là, ces gènes-là de dépression, si l'enfant va aller travailler, va totalement heal de ça, tu vois, va plus avoir de problème avec ça, et que lui à son tour veut faire un enfant, il n'y aura pas tous ces problèmes là parce que lui l'aura résolu. Et quand on fait un travail sur nous, en fait, on parle beaucoup du développement personnel, du développement mental, mais ce travail là il va agir au niveau cellulaire aussi, parce que notre corps il est composé de milliards et des milliards de cellules, et que toutes ces choses là, donc dans la neuroplasticité, va s'intégrer aussi de manière cellulaire. Ok. Pas mal intéressant. Ok. Next.
Donc on va parler d'un terme que j'adore mais qui est vachement galvaudé de nos jours, c'est la spiritualité. Déjà moi c'est un gros mot. Voilà. Enfin, quand je dis gros mot, c'est un grand mot plutôt. C'est ça, exactement. Déjà moi je serais curieux de savoir qu'est-ce que pour toi représente la spiritualité. Ok. Alors, je vais donner ma définition. Ma définition n'engage que moi, mais au moins, ça permet de mettre au clair sur de quoi on parle. Parce que c'est vrai que ça, c'est une erreur commune chez les politiciens. Ils s'engueulent sur des mots où ils ont une définition différente. Et c'est normal qu'ils ne se comprennent pas parce que les mots qu'ils emploient, ils n'ont pas la même conception. Exactement. Et donc, je vais te dire ma conception. Tu me dis si tu es plus ou moins d'accord avec celle-là ou si tu souhaites la compléter ou la modifier. Bien sûr. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est des croyances existentielles. D'accord. Alors, croyance, déjà, ça veut dire quoi? Existentielle, ça veut dire quoi? Croyance, c'est des vérités subjectives qui viennent s'opposer à des vérités objectives, Okay. donc, qui sont de la connaissance. Et existentielle, c'est ta place dans le monde, ta place dans l'univers. Donc, la spiritualité, pour moi, ce sont des croyances existentielles. Donc, c'est des vérités subjectives qui répondent à des questions de quelle est ta place dans l'univers. D'accord. Voilà, Okay. c'est ça. A contrario, donc, tu vois, je t'avais parlé du corps, de l'âme et l'esprit tout à l'heure. Pour moi, la spiritualité se situe au niveau de l'âme, donc au niveau des croyances existentielles. Okay. A contrario, une branche qui s'en rapproche, qui est voisine, et je trouve qu'on ne met pas assez en avant sur les réseaux sociaux et qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant, essayer de balancer ça avec la spiritualité, c'est la philosophie. Et pour moi, la philosophie, ce sont des connaissances existentielles. Et les connaissances existentielles, ça se base dans le cerveau. Et donc pareil, c'est qui sommes-nous, c'est quoi notre place dans l'univers. Et la différence entre connaissance et croyance, c'est que les croyances, c'est des vérités subjectives, c'est-à-dire, exemple, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, non, ça dépend de chacun. Bien sûr. Par exemple, je vais aller toquer chez le voisin, c'est non, je vais demander à toi, c'est oui. Donc, c'est des vérités subjectives. Et les connaissances, c'est des vérités objectives. 1 plus 1 égale 2, bien sûr. Voilà, et je vais aller sonner chez le voisin, il va me répondre pareil. 1 plus 1 égale 2. Et donc, okay. Voilà un peu la différence entre spiritualité, philosophie, croyance existentielle, connaissance existentielle. Ok, donc ouais, pour toi, c'est vraiment une croyance en tant que telle, et tu vas la baser sur vraiment une autre, sur diverses croyances qui te sont propres. C'est un système de croyances. Ouais, voilà, c'est plusieurs croyances qui répondent à la question quelle est notre place et qu'est-ce qu'on fait dans l'univers. Ok. Et ben pour moi, pour te répondre à qu'est-ce que représente la spiritualité pour moi, donc j'en parlais un petit peu dans l'autre épisode, mais je vais abréger. En fait, la spiritualité pour moi, c'est tout ce qui touche au monde invisible. Donc il faut savoir qu'on a notre corps physique, mais on a également tout ce qui va constituer notre aura, donc nos corps, tous nos corps éthériques, le corps astral, le corps bouddhique, etc. Tu vois, on va avoir tout un tas de corps qui va être représenté aussi par nos chakras. Donc, c'est vraiment nos chakras qui vont être... tu vas avoir des chakras qui vont être plus reliés au corps physique et des chakras qui vont être plus être reliés au corps éthérique. Excuse-moi de te couper. Dis-moi. Là, on aborde des termes dans le jargon. Oui. Y a pas tout le monde est initié. Peut-être toi et moi, on connaît. Et explique un petit peu c'est quoi rapidement un chakra et également éthérique. À chaque fois, il y a des nouveaux mots pour les moldus de la spiritualité. Alors, c'est une bonne question. Le chakra, je pense que tout le monde a aussi un petit peu sa propre définition par rapport à ça. Mais en fait, c'est des parties qu'on va avoir en nous qui vont être reliées à des émotions, à des parts de nous, et ces parties, quand elles sont bloquées, donc par exemple quand tu vas avoir le chakra au niveau de la gorge qui va être bloqué, donc c'est des choses en fait, c'est un peu plus énergétique qui vont être amené à s'ouvrir. Quand tu vas avoir le chakra de la gorge bloqué, c'est que souvent que tu vas avoir du mal à t'exprimer ou à exprimer ce que tu veux dire vraiment à des gens, à tes proches ou au monde. Et en venant travailler justement du coup sur l'ouverture du chakra de la gorge, tu vas t'ouvrir, tu vas ouvrir ce côté-là, ce qui va pouvoir débloquer cette situation-là. Ok, tu me dis si je me trompe, pour faire simple, c'est un petit peu un portail entre ton âme et le monde extérieur. Voilà, c'est ça. Okay.
c'est un petit peu c'est des portails qui vont nous relier. Donc on a le chakra coronaire par exemple qui lui le troisième œil, tu vois, le sixième chakra selon les religions exactement, et qui lui est vraiment la porte de l'âme, mais c'est ce qui va relier en fait le chakra, le corps à l'âme et à l'esprit. C'est un petit peu un portail comme tu le disais, une porte qui va relier, et c'est intéressant parce que si par exemple toi tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, par exemple l'ouverture du cœur, voilà, ça peut venir, ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là, parce que si ça bloque au niveau énergétique, ça bloquera dans le monde réel aussi. Ok, trop cool. Et pour revenir justement à la spiritualité, pour revenir à la spiritualité, pour moi, donc du coup ça va être tout ce qui est non palpable. D'accord. Donc tout ce qui va être, comme je disais, les corps éthériques, etc. Tout ce qui va constituer les énergies, et tout ce qui va aller au-delà de l'esprit, donc tout ce qui va transcender l'esprit. Il faut savoir qu'au niveau des consciences, on va avoir la conscience primitive qu'on va avoir quand on est enfant. Donc ça, c'est un petit peu comme les animaux, on a l'instinct de survie. Tu vois, un enfant, quand t'es bébé, quand t'es nourrissant, quand tu te sens en danger, tu vas pas savoir pourquoi, mais tu vas te rouler au sol et tu vas t'en foutre de la vie des gens. Tu vois, toi, tu vas évacuer ce que tu as évacué, c'est une émotion, tu l'évacues, 5 minutes après, t'es content, tu rigoles. Ensuite, tu vas avoir la conscience qui va être un peu plus du mental. Donc là, ça va être à peu près au niveau de l'adolescence, où tu vas un petit peu regarder un petit peu au niveau des opinions. Tu vas essayer d'appartenir à certains groupes sociaux, à certaines classes sociales. Ça va être un petit peu le niveau de conscience où tu vas apprendre à te connaître. Ensuite, tu vas avoir l'ego, où là, tu vas affirmer ces connaissances. Tu vas vraiment prendre parti sur certaines choses, et tu vas vraiment développer l'ego. Et une fois que tu as les trois un petit peu qui sont équilibrés, et que tu viens plus sur la partie spiritualité, tu as la conscience spirituelle. Donc c'est la conscience qui va dépasser le mental, qui va dépasser l'esprit, et ça c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas encore de preuves scientifiques là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment personnellement. Et c'est souvent quand on parle du mot éveil, tu vois, c'est l'éveil face à tout ça, face aux énergies. Et cette conscience spirituelle, c'est quelque chose qu'on développe, que tu peux développer aussi bien jeune, aussi bien très tard, selon ce qu'a décidé ton âme dans ta vie. De maturité. Voilà, c'est ça. Et c'est pas parce que tu as une conscience spirituelle que tu ne redescendras jamais à la conscience au niveau de l'ego, ni même à la conscience primitive, parce que la vie est faite de fluctuations, et c'est pas un long fleuve tranquille, tu vois. Donc faut pas rester sur ses acquis, et c'est toujours un travail. Comme tu cultives le développement personnel, tu vas cultiver ta spiritualité. Et la spiritualité, il faut prendre en compte que c'est quelque chose de très simple qu'on a en nous. Donc c'est vraiment une partie qu'on a en nous. Et c'est pas parce que tu vas faire des rituels, que tu vas faire des tirages de cartes, que tu vas être dans l'astrologie, que tu vas devenir vegan, que tu es spirituel. Non, la spiritualité, c'est avant tout quelque chose d'intérieur qu'on ressent au plus profond de nous. Et c'est pas quelque chose qu'on va faire vis-à-vis forcément d'exercice. Ok, trop cool. Alors, super intéressante ta réponse. T'aurais l'étymologie de spiritualité? C'est vrai que c'est intéressant pour bien comprendre ce mot. Alors non. Je pense que c'est intéressant. Moi, je l'ai pas non plus. Petite recherche Google. Vas-y, Tristan, petite recherche Google. En attendant que Tristan il tape l'étymologie de spiritualité, parce que c'est important aussi quand même, l'étymologie des mots, pour mieux les comprendre aussi. Moi, j'ai une question. Moi, tu vois, je viens d'un cursus très scientifique. Donc tout ce qui est physique quantique, je l'ai étudié. Tout ce qui est magnétisme, je l'ai étudié. Mais de manière avec des équations et tout, hein, tu vois. Et je voulais te demander aussi, aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui mélangent spiritualité et science. Et je voulais te demander à toi, peut-on rendre la spiritualité scientifique? Alors oui, mais pour ça, il faut vraiment regarder un petit peu de là où faisaient justement les philosophes et Einstein. Einstein était très calé au niveau de la physique quantique. Moi, je ne parle pas beaucoup de physique quantique parce que c'est quelque chose qui est tellement complexe à étudier, et Dieu sait mon amour pour les maths. Donc c'est pas quelque chose sur lesquels je vais m'étaler, mais je sais que à travers les énergies, à travers le magnétisme, etc., tu as déjà des scientifiques qui ont réussi
réussi à prouver certaines choses. Mais moi, c'est vrai que ce serait quelque chose qui me passionnerait. Je pense autant j'ai pas été passionné par les maths au niveau primaire, lycée, etc. Mais m'intéresser à quelque chose qui fait sens pour moi au niveau énergie, au niveau magnétisme, au niveau cellules, au niveau atomes, au niveau ions. Pourquoi telle et telle chose peuvent arriver grâce justement à tous les champs d'attraction, à tout ce qu'on peut attirer vis-à-vis de ça. Ce serait vachement intéressant. Ok. J'ai l'étymologie de spiritualité. Ça veut dire insérer le souffle de l'esprit. Insérer le souffle de l'esprit. C'est ce que j'ai compris, mais voilà, c'est insuffler l'esprit, quoi, dans le corps. Ok, intéressant. C'est vrai que tout passe par le souffle. Moi, je fais un gros travail de breathwork en ce moment. Et c'est vrai que notre plus grande médecine, c'est nous-mêmes. Et la plus grande médecine qu'on peut avoir nous-mêmes, au-delà de tout ce qu'on peut avoir d'une médecine générale, c'est notre souffle. Parce que si on arrive à gérer notre souffle, on gère notre stress, on gère notre système cardiaque, on gère tout ça, tu vois. Ouais. Ok, nickel. Merci à toi, Nick. Ok, t'as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Après, c'est un terrain, c'est toi l'expert là. Tu vois, moi, la spiritualité, je peux juste te dire, voilà, pour moi, c'est des croyances existentielles. Après, j'aime beaucoup ta définition aussi, tout ce qui est pas palpable. Attends, on peut revenir sur ça. Par rapport à la spiritualité, moi, comme tu cultives un petit peu, d'après ce que j'ai compris, la spiritualité, on avait parlé un petit peu en off. Toi, t'as pas de religion, mais tu pioches un petit peu à tout par rapport à ce qui te parle, par rapport à ce qui fait sens pour toi. J'ai pas dit ça. J'ai dit dans les religions, pour moi, il y a 2 facteurs à prendre en compte. D'accord. Okay. Premier facteur, c'est le système de croyance. Le système, ouais. Donc voilà. Et deuxième facteur, c'est ton appartenance à une communauté. Okay. Donc, il y a 2 facteurs dans une religion. Et c'est pour ça, par exemple, quand je dis, je sais pas, est-ce que tu es musulman ? Tu vois, il y a quelqu'un qui pourrait se dire je suis musulman de communauté mais pas de croyance, ou à l'inverse, je suis musulman je suis pas officiellement en communauté mais je suis musulman en termes de croyance parce que ça résonne avec moi. Moi je pense que voilà, il faut bien décortiquer religion et spiritualité. C'est 2 choses différentes, c'est-à-dire que tu retrouves de la spiritualité dans les religions forcément via le système de croyance, mais que tu n'es pas obligé d'appartenir à une religion pour te connecter avec une force supérieure et développer un peu son côté spirituel. C'est super important ce qu'il dit. Et beaucoup de personnes font l'amalgame où dès que tu penses spiritualité, bam, ça rime avec religion, ça rime avec dogme, ça rime avec gourou, ça rime avec sorcier, ça rime avec les chants quantiques et tout. Faut mettre de la nuance dans les choses. Je pense que pas tout est mauvais, pas tout est bien. La spiritualité, c'est pas je suis dedans, je suis pas dedans. La spiritualité, je pense, c'est déjà essayer de comprendre ce que c'est. Essayer de dire est-ce que j'ai envie de creuser là-dedans. Faut se demander, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Mais l'erreur, et ça je te le disais tout à l'heure, l'erreur que font les gens un petit peu moins consciente, je dirais, pas forcément plus bête, mais juste un peu moins consciente, un peu influençable, c'est de prendre les systèmes de croyances, que ce soit dans la spiritualité sur les réseaux sociaux ou dans certaines religions, c'est de prendre le système de croyances proposé tel quel, sans le remettre en question. Et donc, ça fait que ton système de croyance à toi, qui est une personne unique, c'est un système de croyance préétabli qui t'a été donné et que toi, t'as pris sans remise en question, sans esprit critique. Ah oui. Et pour moi, ça, c'est le danger. Parce que autant la communauté, des fois, tu la choisis pas, c'est de naissance. Par exemple, moi, je suis bouddhiste de communauté de naissance. Autant le système de croyance, pour moi, si tu es un individu un minimum intelligent et sain d'esprit, il faut que tu le fasses sur mesure. Ok. Si le système de croyance qu'on te propose, parce que c'est un menu, le truc, si le menu qu'on te propose, il te va parfaitement bien, ok, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que tu as pensé à d'autres croyances ? Est-ce que tu as pensé à remettre en question
tes croyances que tu as déjà dans le menu. Il y a ça aussi. Est-ce que tu es parti voir ailleurs pour voir si ton système de croyances il était le plus optimisé? Et c'est là où je pense qu'on peut tirer des enseignements de partout, dans les religions, dans le pro, dans le perso. C'est qu'il faut être conscient de ses valeurs, de ses systèmes de croyances. Qu'est-ce que je juge bon? Qu'est-ce que je juge mal? Et vivre avec ça. Et être conscient de ça. Parce que si tu n'es pas conscient de qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu crois pas, t'es mort. Moi, je te dis, t'es mort et il suffit qu'un gourou il pointe le bout de son nez, tu vas gober, tu vas payer et tu vas faire tout ce qu'il dit, quoi. T'es à la merci. Et tu vas te perdre parce que c'est des choses qui sont vachement dogmatiques. Et ce qui est paradoxe, c'est que religion, donc religare, réunir les gens, voilà, religion, comme tu dis si bien, c'est de réunir les gens. Et moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est comme tu l'as dit, c'est prendre ce qui nous parle. C'est pas parce que t'appartiens même à une religion, donc t'es né, on t'a baptisé, que tu dois croire à tout ce qu'on te dit, parce que si t'as beau croire à quelque chose, mais si ça résonne pas en toi, si ça fait pas écho, si ça fait pas sens en toi, ça n'aura aucune valeur et tu croiras juste quelque chose bêtement. Et c'est là où ça devient un petit peu sectaire, quand t'impose ce genre de choses. Et exactement. Et aussi, il faut bien prendre conscience d'un truc. C'est que peut-être quand je vous parle de système de croyances, peut-être que vous pensez à 5, 7, 10 croyances. Non, c'est des milliers, voire des millions de croyances par individu. Et donc, il existe autant de systèmes de croyances que d'individus différents. Et si tu retrouves 2 individus avec exactement les mêmes systèmes de croyances, c'est que l'un ou l'autre a été endoctriné. Parce que c'est pas possible. Tu vois, si ils pensent exactement la même chose, ils croient exactement aux mêmes choses, c'est que soit l'un ou soit l'autre a été brainwashé. Tu crées des moutons, hein, un petit peu comme dans la société actuelle. Beaucoup. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut se dire aussi que, on parlait d'information tout à l'heure, il faut se mettre à la place des dirigeants. Okay, ce qui est dur, hein. C'est pas facile de diriger des pays, des nations, plusieurs millions de personnes et de faire en sorte qu'ils cohabitent tous. Et il faut trouver des systèmes pour que ces personnes vivent plus ou moins en harmonie. Donc voilà, en termes de système, on a le système de l'école qui est un exemple. Les religions, ce sont des systèmes aussi. Et donc, il faut en être conscient. Pas mettre de jugement dessus, c'est bien, c'est mal. Il faut en être conscient. Il faut se dire que c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes à mettre en place. Mais s'ils sont mis en place, c'est pour imposer des règles et pour vivre en communauté. Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est l'affaire, c'est l'anarchie. On fait ce qu'on veut, on va chez le voisin, on se sert dans son frigo, on s'en fout. Je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend vraiment ce que le système va vouloir en faire et vers quels intérêts exactement, mais vouloir tendre. Mais c'est toujours plus complexe qu'on ne pense. Qu'on imagine, bien sûr. À échelle individuelle, on peut rien faire du tout. Là, c'est des gros systèmes établis depuis des générations, des centaines d'années. Donc, l'idée, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'en avoir conscience, de gagner un peu plus en conscience et de vivre bien avec ça. Et donc, moi, je pense qu'on a tous un côté spirituel. Le mec qui me dit j'ai zéro spiritualité, c'est faux. C'est juste, il n'a pas conscience ou il a mal posé les mots dessus sur qu'est-ce qu'était vraiment la spiritualité. Et l'idée, c'est, sachant cela, c'est établir le meilleur système de croyance possible qui nous tire vers l'avant. Et donc, c'est tout. Moi, voilà, à partir de là, je respecte les croyances de chacun, mais je veux pas, et ça c'est je le vois de temps en temps, je veux pas voir des personnes imposer leurs croyances aux autres, parce que c'est à partir du moment où tu imposes qu'il y a des guerres derrière, qu'il y a des guerres, il y a des menaces, il y a des morts aussi, et donc il faut toujours respecter les croyances de chacun, même si des fois tu te dis mais comment il peut penser ça. On respecte parce qu'on n'a pas le même liberté, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même passé, et je pense que c'est que comme ça, dans le respect et l'harmonie, tu peux vivre en communauté avec des systèmes de croyances différents sans se faire la guerre ni s'entretuer.
Ok, en tout cas, vachement intéressant ton point de vue. Je te remercie beaucoup pour ce partage. C'est réfléchi. On voit ça. On voit que l'homme n'est pas arrivé là où il en est. Beaucoup sans cerveau, sans réflexion. On voit qu'il y a beaucoup de remises en question. Qu'il y a du vécu derrière. Et ça, j'en parlais dans un ancien podcast. Pour moi, quelqu'un ne peut pas accomplir des grandes choses sans souffrance, parce que la souffrance, c'est vectrice des plus grandes leçons qui vont t'impacter dans ta vie, et c'est elle qui va te donner les meilleures forces, parce que autant tu peux être dans des énormes souffrances, il y a la loi sur Terre qui a toute loi à son opposé, donc autant tu peux être dans une plus grande souffrance, mais si tu la transmutes et que tu as t'as la force nécessaire, tu vas puiser la force nécessaire en toi pour la transmuter et en faire une force par derrière, tu diriges toute l'énergie de cette souffrance-là et tu la mets au profit d'une force que tu peux créer. Et on le voit d'ailleurs, les plus grandes personnes ont vécu des souffrances affreuses. Ouais. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Yes, la différence entre souffrance et douleur. Yes. Totalement d'accord avec toi. Pour grandir, ça fait mal. Obligatoire. Par exemple, je te prends l'exemple du sport. Voilà, tu soulèves une haltère, tes muscles sont déchirés, tu as créé un stress dans ton muscle. Et donc, voilà, ça fait mal. Et après, il grandit, il devient plus fort. Donc, toute croissance se fait au minimum la douleur, au pire la souffrance. Et moi j'invite toute personne, même moi, je grandis, c'est douloureux, ça fait mal, tu vois, même monter une entreprise ça fait mal, mais c'est là où en fait la différence entre les deux, c'est que la souffrance c'est ça fait mal plus j'ai pas aimé le moment, alors que la douleur c'est ça fait mal mais potentiellement tu peux aimer le moment. C'est ça. Et donc moi je vous invite à switcher votre mindset de j'adore souffrir, je veux plus souffrir, mais de plus dire je veux croître, et si pour croître il faut passer par des chemins douloureux, bah j'y vais, mais toujours dans un optimisme, tu vois. Magnifique. Voilà, petite parenthèse. J'adore. C'est full valeur là, franchement, ce qui vous dit. Moi, je l'avais pas trop entendu. J'ai beaucoup réfléchi dessus parce que je me suis dit, aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai plus de souffrance intérieure, tu vois, je souffre plus, mais je grandis toujours, et je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait mal toujours, mais je suis toujours content. Et donc, je me suis dit. La douleur, elle est obligatoire, mais la souffrance, elle est optionnelle. Exactement, parce que comme on t'en parlait tout à l'heure, c'est comment toi tu vas prendre l'événement qui va t'arriver dans ta vie, c'est la vision que tu vas avoir dessus. Et toi, la magnifique vision que tu as réussi à développer, c'est que même dans tes phases douloureuses, tu sais que c'est que passager et que la douleur va être vectrice de leçons, et que tu ne pourras pas atteindre un certain palier sans une certaine douleur. Donc toi, vis-à-vis de ta vie riche, Cyril, même si tu n'as que 23 ans, quelle a été ton expérience la plus marquante de ta vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça tu choisis, et quelle est la leçon qu'elle t'a appris? C'est un peu dur de répondre à cette question. Hormis, j'exclus la perte de mon père, le décès de mon père, parce que tout le monde sait que ça a été un gros bouleversement, un gros déclic pour moi et mon entourage. Mais au-delà de ça, j'ai pas forcément de moment particulier à te dire, parce que en fait, si tu veux, et depuis, ça c'est excellent, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, en fait, ma vie ressemble à un film. Okay. Et chaque jour, c'est jamais le même jour. Et chaque jour, il se passe des trucs. Et ça fait que, en fait, des événements, j'en ai plein. Mais là, comme ça, je pourrais pas trop te dire. Il y a pas un truc qui va en tête, mais par contre, il y a plein de dingueries qui se passent tous les jours. Et en fait, de dinguerie en dinguerie, du coup, les dingueries perdent de leur dinguerie aussi. Tu fais des dingueries, mais c'est normal, quoi. Tu t'y habitues. Tu t'y habitues. Après, j'aime aussi la simplicité, tu vois, faire les choses simples, prendre du temps aussi pour moi, pour réfléchir, même ne rien faire, j'aime bien, tu vois. Mais voilà, ça fait que je suis moins impressionnable, beaucoup moins impressionnable maintenant. Tout. En fait, l'idée aussi, je vais répondre à ta question différemment. Sûr, moi, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est toujours de faire des choses nouvelles pour la première fois. Parce que, en fait, si tu fais tout ce que tu as l'habitude de faire, bah, d'une certaine manière, tu restes dans ta zone de confort. Et moi, j'aime bien
j'aime bien visualiser la zone de confort comme tout ce que tu possèdes. Tu vois, donc on va dire, on va tracer un cercle. Dans ce cercle, on va mettre ta famille, tes amis, ta voiture, etc. Ok, ton appart, bref, t'as tout ce que tu as accès. Et on va dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Imagine, voilà, t'aimes les belles bagnoles, t'aimerais aller une petite Ferrari, une FUV, une petite Ferrari. Pour les puristes. Ouais, une belle femme, belle, mature, intelligente, qui prend soin de toi. Une belle carrière avec, voilà, t'as des bons clients, t'adores travailler avec eux, t'es bien rémunéré pour ce que tu fais et en plus, t'as de la reconnaissance. Voilà, t'as tout ça, c'est à l'extérieur de ton cercle. Eh bien, pour agrandir ta zone de confort, Yes. eh bien, ça demande de faire des choses nouvelles. Parce que si tu fais des choses que tu as l'habitude de faire, eh bien, tu restes dans ta zone de confort et tu grandis pas. Et donc, voilà, c'est confortable, c'est pas douloureux. Mais bien sûr, quand tu fais des choses nouvelles, c'est douloureux, je mets des guillemets dans douloureux, c'est douloureux dans le sens où ton cerveau appréhende. Ton cerveau a une petite peur, ton cerveau a un stress, c'est un peu comme ce podcast, tu vois. Yes. C'est le premier podcast que tu fais ici. Je te jure qu'au 100e podcast que tu fais là, tout de suite, ici, chez moi, à l'aise, gros. Zone de confort. À l'aise. Et pourquoi ? Parce que ta zone de confort, elle s'est agrandie. Et ça se fait par faire des choses nouvelles. Okay. Et plus tu fais des choses nouvelles, et plus ta vie va ressembler à un film. Par exemple, vous n'êtes jamais allé dans un trampoline park, bah allez-y. Vous n'avez jamais fait d'escalade, bah faites de l'escalade. T'as jamais fait de canoë, va faire du canoë. Voilà, j'ai pris des sports voilà, au pif, mais ça peut être, par exemple, transformer sa passion, qui est faire du piano, en pourquoi pas un métier. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ouais. Ça peut être, par exemple, poster sa première vidéo sur Instagram. Bah, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi et tout. Mais peut-être cette vidéo que tu vas poster, ça va changer ta vie. T'en sais rien. Et en fait, tu accumules cette richesse d'expérience en faisant des choses nouvelles. Et ça fait qu'à terme, tu connais un peu tout sur tout. T'es pas un expert forcément dans le piano, Yes. je sais pas, le ping-pong, je sais pas quoi. Mais au moins, t'as une expérience dedans et t'as quelque chose à raconter là-dedans. C'est magnifique. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, je vais revenir sur un truc, c'est que tester des nouvelles choses, donc aller au-delà de sa zone de confort, au final, on apprend quelque chose. Et le fait d'apprendre quelque chose, on va en apprendre plus sur nous-mêmes aussi. Parce qu'on va, par exemple, si tu vas faire une expérience de saut en parachute, tu vas en apprendre sur toi, sur ta condition mentale, Exactement. sur quelles émotions tu vas avoir au moment et qu'est-ce que ça va générer aussi en toi. Et comme disait Bruce Lee, c'est toute forme de connaissance et connaissance de soi. Ouais, exactement. Bah, exactement. En fait, tu sais jamais qu'est-ce que ça fait tant que tu l'as pas fait. Yes. Et ça, c'était une phrase qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais entendue dans une de mes premières vidéos en dev perso. Okay. C'est « fais et tu sauras ». Oh, c'est puissant. Tu peux pas savoir qu'est-ce que ça fait de sauter en parachute. Ah d'ailleurs, tu me rappelles, faut que je saute en parachute parce que j'avais pris un saut en parachute il y a 1 an, mais les conditions, mais les conditions météorologiques depuis 1 an, c'est catastrophique. Et donc du coup là, le soleil pointe et il faut que là d'ici les prochains mois, je le fasse, sinon ça va expirer. Mais bon bref, ça on s'en fout. Et tu peux pas savoir ce que ça fait un saut en parachute. Tu peux pas savoir si t'aimes bien ou si t'aimes pas tant que tu l'as pas fait. Si tu l'as pas fait, donc le maître mot vis-à-vis de ça, c'est tester, faites des choses et vous verrez. Ouais. Qui vivra, verra. Exactement. Juste, si on peut donner quelques petits tips, par exemple, toi, qu'est-ce que... Dernier petit tips. Ouais, voilà. Okay, vas-y. Si tu aurais 3 conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, ouais, si j'avais 3 applicables conseils, au quotidien, quels seraient ces conseils ? Sois plus précis dans ta question parce que une question large, je vais te donner une question large. Ouais. Bah moi mes 3 conseils pour améliorer leur vie, pour améliorer la vie, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect mental. 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Ok, bah super simple. On va revenir au début. On rembobine une cassette. Si tu veux gagner de l'argent, mes 3 conseils, c'est 1, travaille sur ta santé. Santé, c'est quoi ? C'est sport, nutrition, sommeil. Ouais. Simple. Je vous laisse rentrer dans les détails, mais dans le global, c'est très très simple. 2e conseil, si tu veux gagner en bien-être et vivre plus longtemps, c'est de travailler sur ta personnalité. Et ça passe par développer son réseau.
Ok. Donc, développer son réseau. Conseil pour développer son réseau, c'est aller sur Eventbrite. Eventbrite, c'est tous les événements en France. Il y a de tout. Ok. Il y a des concerts, il y a de la musique. Les liens, pas de souci. Il y a des jeux vidéo, il y a tout. Et nous, ce qui nous intéresse chez Eventbrite, c'est les événements entrepreneurs pas très loin de chez vous. Et c'est des événements physiques. Bon, des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant, mais tant que ça ne dépasse pas 30 €, ça va, quoi. Allez à ces événements entrepreneurs. Et là, vous allez découvrir des personnes exactement avec la même mentalité que vous. Et donc, il n'y a plus d'excuses de « Ah, je suis tout seul dans ma chambre, personne ne comprend mes projets ». Non, va sur Eventbrite, va à des événements et là, maintenant, tu as la connaissance, tu n'as plus d'excuses. Maintenant que tu as la connaissance, là, c'est de ta faute si tu ne développes pas ton réseau. OK ? Voilà, donc ça, deuxième conseil. Et troisième conseil aussi, c'est développe tes connaissances et continue de t'instruire tous les jours, parce que je vois trop de personnes qui finissent les études, ils rentrent dans le monde du travail et leur niveau d'intelligence, il s'arrête au niveau de quand ils ont fini leurs études, parce qu'ils arrêtent d'apprendre et maintenant ils sont une roue dans une entreprise, ils tournent et après burn-out et ils arrêtent d'apprendre. Et en fait, le cerveau, c'est une machine qui est un peu bizarre mais qui est extraordinaire, et c'est plus tu l'utilises, moins elle s'use. D'accord. C'est l'inverse d'une voiture. Bien sûr. et donc, si tu veux vivre plus longtemps, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à réfléchir, et il faut continuer à discuter avec des personnes, avec des experts dans son domaine, toujours pour en apprendre. Donc, voilà mes 3 conseils au quotidien. Ça, c'est un travail quotidien. Donc, la santé, le réseau et l'intelligence. Magnifique. Le corps, l'âme, l'esprit. Ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint. Et après, je peux vous garantir qu'une fois que vous êtes une personne accomplie, l'argent, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils Avec plaisir, Fab. Je te remercie beaucoup, Cyril. Je vais vous mettre tous ces réseaux si vous êtes intéressé par le développement personnel, par les formations en ligne pour la productivité, l'art du créateur, machin, tout ça. mydreamax.com. Voilà. mydreamax.com. On a pour objectif de devenir la meilleure plateforme de cours en ligne. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction client. J'arrive plus à parler tellement je suis excité. On a un taux de satisfaction client qui est de 100%. On met à disposition une garantie de remboursement, mais personne prend la garantie. Tout le monde est dit mais c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Et voilà. Mais sinon, vous pouvez regarder mes vidéos aussi si vous voulez. Sur YouTube, Mr. Dreamax, sur tous les Instagram, réseaux. TikTok, on est là. Je vous mets tout ça dans la description. Donc je te remercie beaucoup, Cyril. Merci à toi pour l'invitation. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Force, lumière. Ciao, ciao. Ciao, ciao.